J'essaie de pas penser à l'extérieur parce que si je pense à l'extérieur, à l'intérieur, ça sera pas bon et je vais m'embrouiller les neurones. Donc, vaut mieux pas que j'y pense. C'est autre chose à l'école et à la maison. La première heure de cours, faut pas faire gaffe à moi parce que quand quelqu'un parle avec moi, des fois, je m'énerve trop vite et c'est pas bon. Ça fait que voilà, en fait, je calcule personne en classe. Ça fait que je parle à personne quoi, en classe. La tradition de l'école républicaine veut que l'école soit en rupture avec la famille. Pour Jules Ferry, la famille, c'est le local, c'est l'idéologie, c'est l'enfermement, c'est la mère prisonnière de son confesseur et qui va imposer le cléricalisme à son fils, alors que l'école, c'est la raison, c'est l'égalité, c'est la connaissance, le savoir, la scientificité, et non pas la superstition. Eh bien, Alain est sans doute un de ceux qui a le mieux compris, théorisé et promu cette conception-là. Pour lui, effectivement, la famille est une sorte de cocotte minute affective qui est menacée à chaque instant d'exploser. Je me sens impuissant quand je convoque un parent et que je lui dis voilà, votre fils a des difficultés à l'école, il ne travaille pas, il a un comportement qui est inacceptable, et que la mère me dit mais c'est pas grave quoi, s'il veut pas travailler à l'école, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Émile Chartier, qui se nommera plus tard Alain, est né dans le Perche, à Mortagne, en mars 1868. Il fut d'abord élève d'une école religieuse, très bon élève d'une école religieuse, mais il perdra la foi autour de 15 ans. Il poursuivra ses études brillamment, fera l'école normale supérieure, passera à l'agrégation de philosophie, deviendra professeur à Pontivy, à Lorient, à Rouen, s'engagera en politique très fortement aux côtés des Dreyfusards et commencera à publier ses premiers propos dès les années 1900, précisément sous un pseudonyme, le pseudonyme d'Alain. En 1902, il est nommé professeur au lycée Henri IV. Il s'engagera volontairement pendant la guerre de 14-18, retournera ensuite finir sa carrière au lycée Henri IV et prendra en 1933 sa retraite dans sa maison du Vésinet. Si à l'époque où il le disait, Alain, il ne doit pas y avoir de lien entre la famille et l'école, c'est plus possible aujourd'hui. C'est plus possible aujourd'hui, c'est plus possible dans un milieu comme celui-là où les enfants viennent à l'école en amenant avec eux toutes les angoisses, les peurs, les anxiétés qui sont liées à leur situation de violence sociale qu'ils vivent, dans la mesure où ils connaissent tous des problèmes énormes. Et quand ils arrivent à l'école, il faut qu'ils soient dans des dispositions telles qu'ils puissent suivre un cours et oublier un petit peu ces peurs, ces angoisses et ces anxiétés. Et nous, on cherche des solutions pour qu'ils soient attentifs pendant 55 minutes d'un cours. Si tu as une démission des parents, tu auras une démission de l'enfant à l'école. Et toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Si derrière ça ne suit pas, tu n'as aucun pouvoir sur l'enfant. Moi, je crois que malheureusement, à l'heure actuelle, tout le monde pense que les enseignants doivent se substituer à la cellule familiale. C'est pas du tout le cas. Chacun a son rôle. Les parents ont leur propre rôle à jouer. Nous, on a aussi un rôle, mais en aucun cas, notre rôle est d'être parents de ces enfants-là. Nous sommes qu'un petit maillon, quoi, dans la construction d'une personne. Une personne, elle se construit comment? Milieu familial, l'école et la société. On ne va pas demander à l'école de remplacer le milieu familial et la société. On veut bien les amener sur le chemin de la citoyenneté, la conscience de soi, la conscience des autres, mais on ne peut pas les y amener seuls. Voilà, nous sommes quand même limités dans nos possibilités. C'est vrai qu'à Vallon, il y a des moyens, on les utilise, il y a quand même des parents qui jouent leur rôle, il y a quand même des élèves, quand même sur 850 élèves, il y a quand même des élèves qui réussissent, mais ceux qui réussissent, il n'y a pas de secret. Ceux qui réussissent, ce sont ceux dont les parents sont derrière. Mais qu'on essaie de discuter autour d'une table avec vos parents du problème et de la solution à trouver. Qu'est-ce que vous en penseriez? Justement, s'il y avait un comité de projet qui écoute les jeunes. S'ils ont bac plus 3, ça sert à rien de venir, ils ont réussi. Je sais pas, il faut dire à ceux qui sont dans la cité, là, ceux qui n'ont pas de travail. Ouais. Et tu penses qu'il y a plein d'élèves qui ont des idées et qui n'arrivent pas à les réaliser parce qu'il n'y a pas de soutien à l'intérieur du collège?
À l'intérieur du collège, je sais pas, moi dans la cité, il y en a, ils savent jouer au foot, il y en a, ils savent taguer et tout. C'est un art taguer, franchement, hein. Ils savent faire plein de trucs, mais quoi, on les aide pas et on n'est pas là pour eux. Certains enseignants, dans des cas limites, se retrouvent avec des enfants pour lesquels l'éducation familiale n'a pas joué son rôle. Des enfants qui arrivent à l'école complètement déstructurés sur le plan psychique et affectif. Alors certes, l'école n'est pas responsable de cela et c'est la société tout entière qui doit donner les moyens aux parents de jouer leur rôle éducatif. Il y a là tout un travail collectif dans lequel s'inscrit l'école et dans lequel sont impliqués tous les acteurs sociaux pour que l'éducation ne soit plus simplement l'affaire de quelques-uns, qu'elle ne soit plus l'affaire des privilégiés, mais qu'elle devienne véritablement l'affaire de tous. Il y a dans cette académie 139 collèges. Si on prend en compte les critères sociaux, ce collège est donc classé le 139e sur 139. Ça veut dire que la population est vraiment défavorisée. Je dis bien critères sociaux et pas du tout les critères de réussite scolaire proprement dit. Il se situe parmi à peu près les 10 collèges les plus difficiles de France. La population scolaire ici, c'est environ 40% de Maghrébins, 30% d'Africains, 30% de Gitans, voilà, en gros. Et donc on a un médiateur maghrébin et un médiateur gitan qui nous aident à améliorer ces relations avec les familles, qui vont au contact directement avec l'enfant dans la famille. Ah ben voilà. La canation qui manque 2 días de escuela et que no está justifié. On a recours à ces 2 personnes qui sont reconnues dans la cité comme des personnes ayant une autorité, représentant une autorité morale. Elle a honte maintenant qu'elle sait qu'elle est fiancée, elle a honte d'aller à l'école. C'est pas une raison. Bon, le problème c'est que c'est vrai qu'elle ne doit pas aller à l'école. Déjà, bon. Mais il y a eu son fiancé, tout ça. Oui, mais elle ne veut rien faire. Jusqu'à 16 ans. Mais ça ne lui plaît pas. Elle veut se marier, c'est bien beau de se marier. À 16 ans, qu'est-ce qu'elle va faire à 16 ans? J'ai hésité, j'ai pas voulu, j'ai même fait des dépressions et tout, et voilà, qu'elle le veut, elle le veut. Voilà. Bon alors, il faut faire une chose, c'est déjà pour ces 2 mois, qu'il ne manque plus l'école. Ouais, je vais le faire. La fille, elle est fiancée, elle va se marier au mois d'août. Elle est plus très motivée, hein? Voilà. Ben, évidemment. Et vous lui avez dit que nous, on veut bien accepter de temps en temps la mode gitane, à condition qu'ils acceptent aussi les lois de la République. Vous savez ce qu'il faut faire, M. Cadeau? C'est bien cette intervention que vous avez faite auprès de la famille. Je vous demande aussi... La prise en compte du problème des familles qui ont des répercussions par l'enfant, c'est pas chercher des solutions, c'est par des rencontres, par la capacité d'aller au-devant de ces familles. Parce qu'il ne suffit pas de dire « vous pouvez venir à l'école », elles ne viendront pas. C'est aller au-devant, justement, prouver qu'ils ont des choses à dire, qu'ils ont des choses à faire par rapport à la scolarisation de leur enfant. Le dispositif d'architecture, il est bien parce que chaque personne peut s'y retrouver dedans. Autant les 6e, tout ça, ils s'amusent avec les boss et tout ça. Autant ceux qui sont calmes, qui veulent essayer de parler entre eux. Il y a déjà des endroits où s'asseoir. Ce n'était pas trop le cas dans l'ancien collège. Il n'y avait que quelques bancs. Et souvent, il y avait des disputes pour s'y asseoir. Donc maintenant, tout le monde a sa place. On peut s'y retrouver. On peut parler. J'aime beaucoup cet endroit parce que les fenêtres ils sont transparentes et on peut regarder à travers pour voir la cité. Ça nous donne l'impression d'être moins enfermés. Et ben, le collège il est au milieu de la cité. Certains profs ils disent que le milieu de la cité il est inadapté au milieu du collège. Enfin, il y a certains parents qui ne veulent même pas entendre parler de mettre leur fils dans ce collège. Ils disent qu'il y a trop de violence et tout ça. Mais pour les élèves, ils préfèrent ici parce que c'est plus adapté pour eux. Parce que c'est juste à côté de leur habitat, ils peuvent s'y rendre beaucoup plus facilement. Alain a bien évidemment raison de dire
qu'il faut que l'école délivre l'enfant de tous ses caprices, de toute sa subjectivité, qu'elle lui permette d'accéder à une vérité qui n'est pas réductible à ses intérêts immédiats. Toute la question est de savoir comment faire pour cela. Alain laisse entendre qu'il suffit en quelque sorte d'accrocher sa subjectivité au porte-manteau avant d'entrer dans la classe où la raison va s'exposer. Il n'est pas sûr que les enseignants aujourd'hui puissent accepter une telle théorie. Il n'est pas sûr que ce soit aussi facile. Peut-être faut-il organiser des sas, des temps de passage, dans lesquels l'enfant qui arrive à l'école chargé de préoccupations multiples puisse progressivement se préparer à accéder à la raison scolaire. Donc ici, c'est des plots en béton faits pour qu'on puisse tous se retrouver en amis et parler. Comme ce collège est niché au cœur de la cité, les jeunes qui y sont accueillis peuvent à tout moment constater qu'ils sont au cœur de la cité. Ils ne sont plus chez eux, mais ils voient leur habitat. Ils ne sont pas encore en situation pédagogique, donc ils peuvent libérer tout ce qu'ils ont dans leur tête et ce qu'ils ont dans leur corps. La libération du corps, de tous les miasmes des peurs, est indispensable pour que les enfants se considèrent comme des élèves et accèdent vraiment au message du maître. Ça va en forme? Est-ce qu'ils sont en forme ces jeunes? C'est important que le foyer fait partie du collège et reste dans le collège avec. Vraiment, c'est très important. Ah, le foyer, c'est le top. Nous, déjà, on a repris des études pour pouvoir aider justement nos enfants à faire leurs devoirs, déjà. On a des cours de français, de maths, d'anglais, d'informatique. Pour rentrer dans les ordinateurs et pour travailler. Raja, tu fais 0,1. Nathalie, 0,2. Tu vois, après une virgule en informatique, tu vois, il ne faut pas oublier de mettre un espace. Alors que reste-t-il d'Alain aujourd'hui? Que reste-t-il de l'œuvre de cet homme qui a enseigné toute sa vie dans un lycée favorisé, à des élèves favorisés, de bons élèves? Que reste-t-il de son travail à une époque où nous sommes confrontés à des élèves bien plus difficiles, bien plus hétérogènes, dans un univers où les passions sont dominantes? L'exigence de mettre au cœur de l'activité pédagogique la construction de la vérité contre l'opinion. La vérité qui vient arbitrer entre les opinions et qui fait que ce n'est pas celui qui crie le plus fort ou qui impose sa voix qui va avoir raison, mais celui qui démontre le mieux. À travers ce métier-là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup progressé. D'une part, j'ai la maturité, car on vous confie du travail. On a le sens de responsabilité du moment qu'on évolue dans une entreprise. Donc là-dessus, j'ai beaucoup changé ma façon de voir les choses, mais en beaucoup de points de vue. Et aussi le respect d'autrui aussi, qu'on apprend beaucoup. Le fait, la collaboration, ce qu'on n'apprend pas forcément dans un lycée où on est assis sur notre table et puis on se décroche pas un mot de la journée. Bon, voilà. Pour beaucoup de parents, d'adolescents et même d'enseignants aujourd'hui, l'orientation vers l'enseignement professionnel est considérée comme un échec, malheureusement. On va au lycée professionnel parce qu'on a échoué en mathématiques, en anglais, en histoire, en français, et non pas parce que l'on est véritablement
motivé pour une profession à laquelle on veut se former. On pourrait imaginer d'autres formules et en particulier, on pourrait penser que le contact avec les métiers, le travail manuel, la formation professionnelle doivent faire partie intégrante de la formation générale de tout homme. C'était l'hypothèse développée il y a un siècle par un pédagogue allemand, Kirchensteiner. Kirchensteiner naît en 1854 et aura une vie professionnelle particulièrement bien remplie. Il enseignera dans l'enseignement général, mais aussi dans l'enseignement professionnel et les écoles de commerce. Il découvrira à ce moment-là l'intérêt du travail manuel, de la formation professionnelle pour la formation de la personnalité. Il deviendra, au fait de sa popularité, conseiller scolaire de la ville de Munich, responsable des écoles bavaroises. Il créera des bibliothèques publiques, développera l'éducation populaire, avant, à la fin de sa vie, d'être professeur honoraire à l'université de Munich. C'est un homme complet, un homme qui travaille sur le plan intellectuel, qui s'informe, qui voyage à l'étranger. C'est un homme d'action. C'est aussi un pédagogue qui tente de mettre en place un système cohérent d'une formation générale qui intègre pleinement la main, comme disait Pestalozzi, la main si décriée au profit du pur esprit dans cette éducation formelle qu'il va critiquer tout au long de sa vie. Le truc, quand il fait ses machins, ici là c'est comme ça, là, on vient là avec une flèche, il faudra la tracer sur la vue de face. Là, ouais, parce qu'il n'y est pas. Et ça c'est la vue de... J'ai passé un bac S et après j'ai décidé de faire un apprentissage. C'est mieux de faire un travail manuel que de faire un travail intellectuel, mais il y a toujours besoin d'être... travail intellectuel pour faire du travail manuel, on est obligé de réfléchir, faire attention à ce qu'on fait. On ne fait pas quelque chose, on ne se lance pas dans quelque chose sans l'avoir étudié avant. On fait toujours un dessin avant, toujours une étude. Il y a toujours quelque chose avant de faire la pratique. Après on va le creuser à l'intérieur. Là, là ? Ici, ouais, on va faire un billet comme ça. En fait, au départ, je m'y suis pris de la manière suivante, c'est de faire des travaux de groupe. Donc déjà, ils ont été habitués à travailler sur quelques petits travaux de groupe, donc à partager leurs idées sur le même travail. Et donc là, ils étaient obligés d'avoir une solidarité et puis de ne pas être autonome, quoi, pas être personnel dans le travail. Ils étaient obligés de partager toutes les phases du travail ensemble. On a fait des banquettes, des mini-banquettes de bus. Et donc là, c'est un travail après qu'on a essayé de rapprocher, de rapporter ensemble, chacun ce qu'ils avaient fait, quoi. Il s'agit au fond de partir des intérêts tels qu'ils existent, des intérêts immédiats, mais de comprendre progressivement que pour réaliser ces intérêts, il faut aller vers l'intelligence des enjeux. On ne peut pas concevoir une charpente, concevoir un moteur, concevoir une statue sans avoir une vision prospective, sans se projeter dans l'avenir, sans comparer ce que l'on est en train de faire là, tout de suite, maintenant, à des modèles qui existent déjà. Il faut lier le travail manuel à des grands enjeux intellectuels qui permettront de réintroduire toutes les disciplines traditionnelles, comme les mathématiques par exemple, ou la physique, ou encore la dynamique des fluides, ou la résistance des matériaux. Toutes choses qui vont être progressivement acquises à travers la construction et l'élaboration du chef-d'œuvre. Je crois que dans notre société, on a trop privilégié un seul mode de connaissance qui est celui par le concept. Si on ne sait pas manipuler les mots, manipuler la parole, manipuler le verbe, on soupçonne de ne pas pouvoir apprendre. Nous avons 4700 apprentis actuellement, donc qui préparent une première qualification professionnelle.